Bonjour et bienvenue dans le podcast NBA Corner où nous allons parler aujourd'hui des Wolves de Minnesota qui sont proches d'être complets après une saison marquée par les blessures. On va évoquer les propos de Jaylen Brown sur une partie des fans des Celtics et la saison de Boston. Pour terminer sur l'excellente saison de Keegan Murray, le rookie des Kings de Sacramento. Pour m'accompagner, j'ai le bonheur de recevoir Antoine Pimel, journaliste chez Rivers Magazine. Bonjour Antoine. Salut Josh. Écoute, ravi d'être là. Une première pour moi dans le NBA Corner. Ça fait plaisir. J'avais hâte de t'inviter. Il y a ton collègue Chai qui est passé il n'y a pas longtemps. Théo, c'est un habitué du podcast. Je sais, maintenant c'est mon tour, ça me fait plaisir. J'essaie de faire aussi bien qu'eux. Bah écoute, j'en suis persuadé. La dernière fois que j'ai passé... Quand Théo m'avait invité dans votre podcast sur Rivers Mag, j'avais beaucoup aimé parler avec vous trois. Donc voilà, j'avais hâte de t'inviter. Je suis très content que tu sois là. Ouais, écoute, super. Plaisir partagé. Yes. Je voulais qu'on parle rapidement. Vous avez sorti chez Rivers un MOOC Michael Jordan. Pour moi, c'est un vrai événement parce que Michael Jordan, forcément, vu que je suis un vieux quarantenaire, forcément, je suis archi fan de ce mec-là. C'est mon dieu, hein, Michael Jordan. Je voulais que tu me parles un peu de ce MOOC. Qu'est-ce qu'on y trouve dans cet exemplaire? Alors pour nous aussi, pour le coup, c'est aussi un événement. Hein, clairement, c'est un MOOC qu'on se garde de côté depuis un moment. Donc 240 pages spéciales Michael Jordan. C'est pas une c'est pas une biographie de Michael Jordan, mais on a vraiment essayé, en tout cas, on a eu l'ambition de raconter ce qu'est Michael Jordan à travers différents articles, portraits. On a essayé d'aborder le plus d'aspects de sa vie, de sa carrière, pas seulement le joueur, mais aussi l'homme. Donc, il y a aussi évidemment les côtés sombres, il y a la gloire, il y a ce qui est un peu moins glorieux. Il y a, j'espère et je pense, j'ose affirmer des histoires qui sont peut-être moins connues, même si on entend évidemment beaucoup de choses sur Michael Jordan, surtout en plus depuis The Last Dance, la nouvelle génération a aussi été mise au parfum. Mais voilà, franchement, il y a 240 pages, c'est très complet. C'est un de nos plus beaux MOOC, honnêtement. Donc voilà, j'invite tout le monde, les plus curieux à aller jeter un œil. C'est disponible sur le store de Basket Session et non, franchement, vraiment sans prétention, je trouve qu'on a fait du bon boulot. On a la chance aussi d'avoir, pour nous parler de Michael Jordan, d'avoir eu avec nous Oxmo Puccino, Mustapha Sonko, Sam Smith, Antoine Leroy. Enfin voilà, il y a des invités, il y a du monde, Jacques Monclar évidemment. Donc voilà, je vous invite à aller jeter un coup d'œil. C'est ça qui fait la force de vos propositions dans votre MOOC à chaque fois. Hein. Je veux dire, je vais pas encenser encore une fois votre MOOC parce que je pense que les auditeurs de ce podcast savent à quel point j'ai énormément de respect pour votre travail. Mais c'est ça le truc qui vous démarque vraiment, je trouve, du reste. C'est la qualité de vos invités, la qualité des points de vue que vous exposez là-dedans et la parole, enfin à qui vous donnez la parole en fait. Et c'est vraiment toujours hyper qualitatif. Je voulais vite fait te poser la question parce que là il y a un débat en ce moment, le débat éternel sur le débat du GOAT, LeBron James, Michael Jordan. Sans rentrer dans le détail de ce débat parce que j'ai pas envie de te faire ce coup-là sans préparation. Même moi, hein, j'ai pas envie de rentrer là-dedans. Mais il y a un truc que j'ai trouvé très intéressant ces derniers temps. L'argument, je sais pas si j'en ai vraiment parlé l'autre fois quand j'avais fait un podcast sur Michael Jordan et sur le débat du GOAT justement. Ça m'est déjà arrivé de traiter de ce sujet-là dans le podcast. Un truc que je trouve très intéressant, c'est l'aspect, la peur qu'inspirait Michael Jordan dans le cœur de ses adversaires. Et le fait que LeBron James peut-être a moins ce côté-là dans son rapport avec ses adversaires au fil des années, tout au long de sa carrière. Et c'est vrai que Michael Jordan, quand on entend les histoires le concernant, des gens qui l'ont affronté, il y avait vraiment ce côté-là chez lui. C'est marrant parce que ça me fait rebondir sur deux choses. Ouais. Déjà, justement, en faisant ce MOOC, on a pu parler, ou même moi en parlant avec mes collègues ou à d'autres personnes qui ont eu l'occasion de rencontrer Michael Jordan, donc par exemple comme Théo et Shai, ce qui ressort souvent, c'est le charisme énorme, et je pense que c'est un euphémisme, de Michael Jordan. Ouais. Il y a une aura chez ce type qui est gigantesque,
Et du coup, t'imagines un gars qui a autant d'aura, si un soir t'es face à lui sur le parquet et que lui il décide qu'il va te pourrir la vie et qu'il va te faire passer la pire soirée de ta vie professionnellement parlant, oui, je pense que ça inspirait de la peur. Et la deuxième chose auquel ça me fait penser, j'ai vu passer une quote de Gilbert Arenas. Alors, bon, Gilbert Arenas a des analyses qui sont, voilà, qui sont ce qu'elles sont. Oui. Ça dépend des sujets, on va dire. Tout à fait, je suis d'accord avec toi. Mais pour le coup, ce qu'il disait, alors, pareil, je sais pas vraiment si c'est vrai, mais il disait Jordan, Brian, Kobe, Iverson, c'est des mecs qui peuvent te faire peur parce que, en tant que joueur, dans le sens où c'est des gars qui peuvent te coller 60, 70 points sur la tête, 50 points. Alors, et voilà, son argument, c'était de dire, bon, LeBron, il est en 29-9-9, ça me fait pas peur, tu vois. Bon, je trouve ça exagéré, je suis pas sûr que ce soit tout à fait correct, mais je comprends l'idée un peu de se dire, t'as un espèce d'attaquant féroce. Je pense quand même que LeBron fait peur. Hein. Je me coupe au passage moi-même. Je pense que LeBron fait quand même peur à ses adversaires. Je pense que LeBron en playoff, quand les Warriors jouaient les Cavaliers, même les séries où ils ont Kevin Durant et où ils gagnent largement. Tout à fait. Je pense que à tout moment tu te dis mais ce mec-là il peut mettre 25 points de suite ou dans le quatrième quart-temps prendre feu et te faire gagner un match à lui tout seul. Donc bon, je pense quand même qu'il inspire de la crainte, mais je comprends l'idée de se dire que des scoreurs comme Michael Jordan ou Kobe Bryant, si t'es le défenseur attitré, tu dois quand même avoir une bonne dose de trac avant le coup d'envoi, quoi. Ouais, je sais pas comment exprimer ça. Moi qui ai suivi, j'ai commencé ma carrière de fan, on va dire, en suivant Michael Jordan, et c'est vrai que tu ressentais ça. Enfin, c'est cette espèce voilà, le côté truc un peu classique qu'on dit concernant Michael Jordan, son côté tueur et tout ça. Et c'est vrai que je pense que quand tu étais un adversaire de Michael Jordan, tu avais peur. Enfin, ça semblait être vraiment le boss de fin de niveau ultime, quoi. Ouais. Personne n'arrivait à le descendre de son trône. Et Kobe Bryant, je me souviens avoir ressenti ça aussi beaucoup. Moi qui étais fan des Celtics à un moment, pendant la finale 2008, je me souviens, j'étais plus pour Boston que pour Los Angeles. Mais Kobe Bryant me faisait mais ultra peur, quoi. Le mec était effrayant. LeBron James, je sais pas, j'ai rarement eu ce sentiment-là. Et pourtant, je trouve qu'en disant ça, enfin, on aurait tort de disqualifier LeBron. Je détesterais faire ça, tu vois, parce que LeBron, oui. J'ai un respect inouï pour sa carrière et pour le joueur qu'il est. Parce qu'elle est juste colossale. Le mec est quand même allé en finale NBA, je sais plus, 9 fois consécutives. Enfin, je sais pas. Enfin, il y a un moment, le gars faut juste tirer son chapeau et dire voilà, t'es juste un des tout meilleurs de l'histoire, quoi. C'est là où ça devient dur de toute façon de classer et de comparer les joueurs. C'est qu'en fait, les accomplissements peuvent être grands en étant différents, en fait. Je veux dire, LeBron, sa carrière est grandiose d'une autre manière. Après, pour Jordan, je pense, il y a une autre crainte, c'est le côté sans partage, quoi. À partir du moment où il a gagné, il y a personne d'autre qui gagnait, quoi. Sauf quand il est parti brièvement. Je pense que ça jouait aussi quelque part. Alors, c'était les Bulls de Jordan, donc c'était Jordan, mais je pense que si les Warriors, je pense que Curry par exemple fait peur aussi, on le voit dans la manière dont il est défendu, et pourtant il n'est pas dans ce débat du GOAT. Je pense que si les Warriors avaient gagné, je sais pas, 6 titres en 7 ans, on penserait peut-être la même chose de Curry, en fait. On se dirait mais quel tueur, ça fait trop peur. Donc, je pense que c'est un mix un peu de tout, du charisme, de l'attitude, du profil, de la gagne, etc. Ouais, complètement. On va rester sur cette magnifique analyse et on va enchaîner tout de suite. On va faire un petit tour de l'actualité NBA pour commencer ce podcast. Je voulais parler vite fait de la blessure de Paul George qui, heureusement pour les fans des Clippers, apparemment, donc il n'y a pas d'opération qui va être nécessaire. Hein, il s'est blessé au genou face au Thunder cette semaine. Il devrait manquer le reste de la saison régulière. Potentiel retour au premier tour. Alors, est-ce qu'il va être là pour débuter le premier tour? C'est pas sûr. Peut-être qu'il va arriver en cours de route. Actuellement, les Clippers sont 5e à l'Ouest. Devant eux, il y a les Suns de Phoenix qui sont 4e. Ils sont vraiment au coude à coude. Ouais. Kevin Durant, lui, est à l'infirmerie côté Suns. Le calendrier est très difficile pour finir la saison. Alors, j'ai regardé un petit peu. Hein, c'est plus facile pour les Clippers que pour les Suns. Les Clippers, ils ont les Pelicans, Chicago, 2 fois Memphis,
les Pelicans encore, les Lakers, Portland et Phoenix pour terminer. Et pour les Suns, eux, ils sont sur un truc assez fou. Ils ont Sacramento, Philadelphie, Utah, Minnesota, Denver, Oklahoma, San Antonio, Denver encore, les Lakers et les Clippers. Il y a cette course quatrième, cinquième à l'Ouest. Enfin, ça va plus loin à l'Ouest, hein. Mais ces deux clubs-là, ils sont vraiment au coude à coude. Comment tu vois ça se dépatouiller entre ces deux clubs? Bah, l'ironie, c'est que peut-être c'est sur la dernière journée, du coup, je savais pas qui se jouait, là, tu m'apprends quelque chose, je savais pas qui se jouait sur le dernier match. Ouais, le 9 avril, ouais. C'est peut-être sur le dernier match qu'on saura laquelle des deux aura l'avantage du terrain. Je pense que les deux équipes vont plus ou moins rester 4 et 5, alors peu importe, peut-être que les Clippers seront 4 et les Suns 5, mais je veux dire, je vois pas Phoenix remonter jusqu'à la troisième place, et je vois pas non plus, même si je sais que c'est serré, les Clippers sont pas beaucoup d'avance, sur Golden State, ouais. Voilà, sur Golden State, et même au final sur tous les autres. Complètement, sur les séries, tout ça se joue à rien, en fait. Ouais, il y a très peu d'écart, il y a un match et demi d'écart il y a 2 matchs d'écart entre les Clippers 5e et les Timberwolves 7e, mais je pense que Los Angeles et Phoenix, devraient, selon moi, je pense pouvoir rester 4 et 5. Par contre, sur qui aura l'avantage du terrain, ça risque de jouer sur la dernière place. Et pour la série de playoffs, c'est intéressant ce que tu soulignes, parce qu'au final, c'est deux équipes à qui il manque une star, et c'est à quelle star revient le plus vite, le plus frais, sera le plus vite dans le rythme, parce que ça va être important pour le coup, dès le premier tour, d'avoir dès le premier match d'être au complet. La série, elle s'annonce apocalyptique, là. Pour moi, on a deux équipes. Alors, elles sont 4 et 5, donc normalement les favoris sont un peu plus hauts, mais je pense qu'on a vraiment deux équipes qui ont potentiellement le potentiel pour être les deux meilleures équipes de la conférence Ouest, je pense. Dans les certitudes, non, là c'est pas le cas, on est d'accord, hein, Denver a montré plus de choses, etc. Il y a d'autres candidats, mais je pense que sur le papier, il y a des scénarios où Phoenix ou Los Angeles sortent de l'Ouest. Je ne dis pas que c'est la plus grosse probabilité, mais si tout clique, je me dis que si tout clique à Phoenix, t'as quand même trop de talent pour. C'est un grand si tout clique. Mais et pareil pour les Clippers. Donc ça sera important de savoir qui revient quand et dans quel état. Je me frotte les mains d'une potentielle série de playoffs avec Westbrook d'un côté et Kevin Durant de l'autre. Parce que j'ai suivi le Thunder pendant très très longtemps avec ces deux gars-là en tête de gondole, et forcément ça va être très étonnant de voir tu sais, le parcours qu'il y a eu depuis, surtout, le passif qu'il y a eu, que ce soit Durant et Westbrook, chacun de leur côté, pour en arriver où ils en sont là, c'est assez, le storytelling est assez mortel. On en est loin, puisque la seule chose dont on est sûr dans la conférence Ouest pour l'instant, c'est qu'on est sûr de rien. Grosso modo, c'est complètement ça aujourd'hui, la conférence Ouest, je sais pas qui est capable de prédire ce qui va se passer d'ici la fin de la saison. Tout va se jouer jusqu'au dernier match, j'ai l'impression, quoi. Ouais, c'est clair. Mais là, tu perds un match, tu perds 3 places. Le Thunder, ils ont perdu cette nuit, ils se retrouvent, ils sont passés de la 8e à la 11e place. Donc, tu sors carrément du play-in. Ça n'a aucun sens. Ouais, c'est jusqu'à Utah qui est 12e, tu te dis que ça peut vraiment encore jouer le play-in et donc les playoffs, parce qu'après sur 1 ou 2 matchs coup près, pareil, tu sais jamais ce que ça peut donner, quoi. C'est complètement dingue. Ouais, c'est fou. Je voulais parler aussi avec toi vite fait du retour de Ja Morant qui a manqué 9 matchs. Il a fait son retour face à Houston en sortie de banc. C'est lui-même qui avait suggéré cette idée-là à Taylor Jenkins. Aussi parce que Tyus Jones est peut-être un des meilleurs backups au poste de meneur de jeu de toute la ligue. Je suis toujours halluciné par ce mec. Sur ces 9 matchs, Memphis a gagné 6 matchs, elle en a perdu 3. Comment tu vois cette fin de saison des Grizzlies, Antoine, maintenant que Ja Morant est effectivement de retour? On sait que Brandon Clark ne jouera plus de la saison maintenant qu'il est, il est blessé il s'est blessé au tendon d'Achille. Steven Adams devrait bientôt faire son retour. Il a failli faire son retour d'ailleurs face à Houston. Est-ce que les Grizzlies, pour toi, c'est encore un des sérieux contenders à l'Ouest pour le coup ou pas? C'est trop le bordel concernant les Grizzlies. Alors, il se trouve que moi, je fais partie des sceptiques, mais je mets des guillemets à sceptiques. C'est pas tant que c'est pas tant que je ne crois pas du tout aux Grizzlies, c'est que
c'est une équipe qui pour moi performe très bien en saison régulière parce qu'elle est régulière déjà. Hein. Elle a des bases solides. Elle a, elle a, elle a des acquis défensifs qui lui permettent de mieux voyager que d'autres. Enfin, non, quand je dis voyager, je parle pas forcément de match à l'extérieur, mais de naviguer de match en match. Tu vois, tu as une base sur laquelle tu peux te reposer et ça t'aide à battre des équipes plus faibles. Tu tombes moins dans des pièges. Donc, quelque part, c'est pas que je me méfie de la deuxième place des Grizzlies. Ça reste une très bonne équipe avec une superstar, il y a un super coaching. Il y a un Jaren Jackson Jr. qui progresse. Il y a un Desmond Bane aussi qui a passé un cap. Par contre, je pense je me demande quel est j'ai l'impression que cette équipe en playoff, il va falloir que certaines individualités haussent encore leur niveau de jeu, autre que Morant. Je pense que là, le retour de Morant, bon, ça va redonner une espèce de sérénité, tu vois, ils vont repartir dans leur truc. Je pense que les histoires, elles vont rester pour le moment derrière lui. Pour le moment, après, on sait pas, ça dépendra de lui, de ses choix dans sa vie, etc. Mais je pense que pour le moment, je me dis pas que ça va impacter, par exemple, la campagne des Grizzlies en playoff. J'ai pas l'impression que ce soit l'attitude du groupe, surtout qu'il est apprécié dans le groupe. Tout à fait, ouais. Donc c'est leur leader. Tout ça, sur le moral de l'équipe, je m'inquiète pas. Par contre, moi, mes limites ont toujours été là, c'était de savoir, est-ce que en play-off, quand le niveau de jeu s'élève, quand ça joue différemment et quand tu as besoin que tes individualités pèsent un peu plus, ce qui est un peu ironique dans un sport collectif, est-ce que Desmond Bane va être toujours aussi fort? Sur lui, j'ai pas l'air de je pense qu'il va être bon. Est-ce que Jaren Jackson va être bon? Oui, mais combien de fautes il va prendre? Tu vois, il y a toujours ce truc avec Jaren Jackson. Quel va être son impact offensif? Est-ce qu'il va tomber dans ses travers en termes de fautes et tout ça? Voilà, effectivement, il y a plein de questions qui se posent encore. Et offensivement, il va falloir que. Alors là, c'est bien. Là, il est en train de passer un cap. Par exemple, là, sur les derniers matchs, il fait un match à 37 points. Je sais plus si c'est le dernier ou celui d'avant. Tu vois, il y a une progression offensive. Va falloir que ça se confirme parce que oui, la défense fait gagner des titres. On aime bien cet adage, mais il faut aussi mettre des points. Et voilà. Et l'an dernier en playoff, par exemple, Memphis, je les avais trouvés le niveau de jeu dans la série contre les Timberwolves. Je me dis pour moi c'était cataclysmique quoi. Vraiment c'était la série entre je suis méchant un peu, mais c'était pas digne des playoffs. Par contre après ils avaient c'était un peu le foutoir sur le terrain quoi. Exactement, c'était très brouillon, t'es là, waouh. C'était ça. Voilà, c'est ça. T'as mis le doigt dessus. C'est ça. C'est exactement ça. Et du coup, même si évidemment il y a une progression, je me dis, est-ce que cette équipe est déjà prête vraiment à peser en NBA? J'ai encore quelques petits doutes, moi perso. Je sais pas ce que toi t'en penses, mais moi je pense que Steven Adams, bizarrement, la profusion au rebond offensif de Steven Adams, je pensais pas que ça allait être aussi important dans le comment dire, dans le profil de cette équipe, et son absence a montré que si, parce que cette équipe offensivement a encore du mal à être efficace, elle a du mal à aller chercher des points, tout n'est pas fluide en fait offensivement dans cette équipe. Ils sont très feu follet, très tout feu tout flamme, il y a plein d'enthousiasme et tout ça, mais il y a pas beaucoup de maîtrise encore de ce qu'ils veulent faire. Et de discipline, voilà, c'est plus ça que j'essaie de dire. Et c'est exactement ce que j'avais ressenti dans la série face aux Wolves. T'as bien raison de la citer, cette série-là. C'est un manque général de discipline que tu ressentais en regardant tout ça. Maintenant, ça les empêche pas, comme tu dis aussi très bien, les Grizzlies, ils peuvent se reposer sur une défense absolument qui peut être un vrai verrou, un vrai cadenas, et ça leur permet d'aller gagner des matchs où tu te dis mais il y a aucune chance qu'ils gagnent ce truc quoi. Et si, parce qu'ils vont faire chier le monde, et on l'avait vu dans la série d'après avec les Warriors où ils étaient vraiment capables d'aller de proposer une qualité défensive qui leur permettait de toujours rester dans le match. Et après, t'étais à un coup d'éclat d'un joueur, de Ja Morant ou d'un autre joueur, de Desmond Bane qui tout d'un coup te plante 5 tirs à 3 points, tu sais pas d'où ça vient. Et ils vont gagner le match, quoi. Et tu te dis, mais attends, c'est pas possible qu'ils gagnent ce truc, quoi. Et si, ils le gagnent. Donc, elle est très difficile à lire, cette équipe. Maintenant, je pense que l'absence de Brandon Clark, pour moi, en tout cas, elle est importante. Ouais. Moi, je suis tout à fait le genre de mec qui dit que les role players ont tendance à avoir des rôles hyper importants dans les séries de playoffs. Et Brandon Clark, je trouve qu'il apportait énormément de choses à cette équipe, notamment une capacité d'adaptation en fonction de l'adversaire.
Et je pense qu'il va leur manquer, en fait. Voilà. Je suis tout à fait d'accord, sachant qu'en plus, c'est pas encore l'équipe la plus profonde de la ligue. Il y a du talent, bien sûr, il y a du talent, c'est pas juste le 5 majeur, mais c'est pas non plus une équipe qui a une bardée de vétérans sur le banc. C'est ça. Et clairement, je pense que c'est un joueur qui va manquer. Après, il y a une chose, et ça rend honneur quelque part à leur bonne saison régulière, c'est que je pense qu'ils sont dans la partie de tableau, a priori, si les choses devaient en rester là, a priori un peu plus simple. Là, pareil, c'est simple, faut relativiser, mais je pense, tu vois, pour moi, Denver, Phoenix, Clippers, c'est vraiment les trois grosses équipes de l'Ouest. Parce qu'on a des certitudes, parce qu'on voilà, a plus de certitudes quelque part. On a déjà vu ces mecs-là faire ce qu'ils savent faire, quoi. C'est ça. Et voilà, on peut toujours se dire que les Warriors font aussi potentiellement partie des favoris, mais cette saison, on sait pas trop ce que ça donne avec Wiggins, etc. Est-ce qu'il va rejouer? Donc bref, je me dis que Phoenix, Clippers, Nuggets, si ça devait en rester là, au deuxième tour, il y en a déjà un des deux qui est sorti, puis il y en a encore une autre qui sort. Memphis serait dans une partie de tableau un peu plus simple, encore une fois relativisée. Donc potentiellement, ils ont leur carte à jouer pour aller loin, tu vois, pour passer un tour de plus que l'an dernier. Mais bon, j'ai quelques limites. Si les gars qui prennent la relève de Brandon Clark, c'est Aldama ou David Roddy, Xavier Tillman aussi dans un autre registre encore. Ouais. Pourquoi pas, tu vois, mais je sais pas. Pour le coup, ces gars-là, je sais pas trop ce qu'ils valent en playoff. Je les ai. Il y a pas vraiment de passif. Même leur équipe actuelle, il y a pas tellement de ça d'histoire pour l'instant. Donc, je sais pas. Elle est pas facile à lire, cette équipe. Le talent, en tout cas, est bel et bien là. Hein. Le trio Morant, Bane, Jackson Jr., pour moi, c'est clairement un des meilleurs trios de la ligue, malgré leur jeunesse. Je veux dire, j'ai tout à fait confiance en eux. Pas un mec de 25 ans dans le lot, là. Ouais, sauf que... 23, 24, 23, quoi. T'es Memphis, t'as ces trois gars-là, mais t'es parti pour 10 ans avec ces mecs-là si t'arrives à les garder. Clairement, quoi. Clairement, ouais. Donc, non, c'est ça. Donc voilà, il y a toujours ça, quoi. Donc ouais, à confirmer, on verra bien, à suivre, effectivement. Mais les Grizzlies pour moi, peuvent sortir n'importe qui quelque part. Ça me semble pas fou de me dire qu'ils sont favoris qui pourraient vaincre n'importe quelle équipe sur leur chemin, quoi. Ça me semblerait pas dingue. Après, en finale NBA, par exemple, admettons s'ils arrivaient à se hisser jusque-là, ce qui serait un exploit phénoménal. Ah, ce serait fort. Ouais. On a vu le Thunder en 2012. Hein. Le Thunder, c'était des gamins, les gars. Westbrook, Harden, Durant, Ibaka, c'était que des gosses. Ils avaient 22 ans, 23 ans à ce moment-là. Bon. Est-ce que les Grizzlies sont à ce niveau-là? Je sais pas. À voir. Ouais. Dernier point d'actualité, LeBron James qui pourrait faire son retour pour la dernière semaine. Les Lakers qui arrivent pour l'instant à se maintenir plus ou moins dans le play-in. Les Lakers, LeBron James, tout ça, vas-y. Je pense que ce soit pour un match ou deux, ça sera toujours bon à prendre de toute façon, hein, pour les Lakers d'avoir LeBron. Même si là, ils trouvent une espèce de dynamique sans lui. C'est ça. Et c'est plutôt une bonne nouvelle, je pense, pour eux. D'habitude, les équipes de LeBron sont souvent très faibles sans LeBron parce qu'elles sont essentiellement tournées autour de LeBron. Là, ils sont à 7-5 sans lui, avec Austin Reeves qui monte en puissance dans un rôle important en attaque. Il a le ballon, il provoque des fautes, il joue des pick and roll. Il est plus dans un rôle de complément là. Austin Reeves, il a même des superstars. Il a même des coups de sifflet, qui sont dignes de star, d'un joueur de premier rang, quoi. Ouais, clairement. Il a le facteur Lakers, c'est lui d'ailleurs que les Lakers c'était l'équipe qui a la plus grande disparité de lancers francs sur la ligue par rapport à leurs adversaires. Et donc oui, Austin Reeves, il a des coups de sifflet, mais il a aussi cette capacité, je trouve, à provoquer des fautes et à percuter. Je pense qu'il a un potentiel vraiment intéressant. Il va devoir se réhabituer à un autre rôle. Quand LeBron va revenir, il y aura forcément une petite adaptation pour chacun des joueurs aujourd'hui, mais ça reste LeBron James, donc je pense que de toute façon, même si c'est juste pour un match avant la fin de la saison régulière, le dernier match, c'est toujours surtout que je pense que LeBron sur des matchs coup près, match de play-in, tu te dis que bon, là, il va mettre en route la machine. C'est dur de parier contre LeBron.
Oui, voilà, c'est te ça. fait que t'as jamais envie de parier contre LeBron, quoi. C'est ça. À partir du moment où LeBron James est en face de toi dans une série de playoffs, ou comme tu dis, dans un match à élimination directe dans le play-in, potentiellement, bon, t'as jamais envie d'avoir ce mec-là en face de toi, clairement, quoi. Puis un LeBron en mission en plus, parce que bon, ils Voilà. n'ont pas joué les playoffs l'an dernier. Parce que là, il est vraiment déterminé à les jouer. Ils ont fait des bonnes acquisitions avant la trade deadline. Ouais, leur équipe tourne mieux, là. Ouais, donc, bon. Je me dis que bon, les Lakers sont dans une position, je pense, favorable. Après, voilà, on en revient à l'Ouest. Hein, c'est tellement dingue la course que bon, tu peux pas miser. Tu peux pas. C'est trop dur de parier et de savoir aujourd'hui. Mais bon, j'arrive à être optimiste pour Los Angeles. Ouais. On va parler d'un autre sac de nœuds de la conférence Ouest, les Timberwolves de Minnesota. Ouais. Après 52 matchs manqués en raison d'une blessure au mollet, Karl Anthony Towns a fait son retour dans l'effectif face aux Hawks la nuit dernière. C'est même lui qui a marqué les 2 lancers francs en fin de rencontre pour permettre à son équipe de s'imposer à domicile. Il y avait une ambiance de dingue. On voit bien que tout le monde était très content de le voir revenir, ses coéquipiers aussi. Anthony Edwards, qui lui est blessé à la cheville depuis la semaine dernière dans un match face aux Bulls, est proche de faire son retour également dans l'effectif. Il a failli jouer face aux Hawks. Finalement, ils ont décidé d'attendre un petit peu plus, probablement à raison. Minnesota est actuellement 7e de la conférence Ouest, avec un calendrier très intéressant pour cette fin de saison. Là, ils vont jouer donc les prochains matchs des Wolves, ça va être Golden State, donc, adversaire direct, clairement. Sacramento, clairement, Phoenix, on en a parlé tout à l'heure. Pareil, ils sont en chasse de victoire. Les Lakers, idem. Ensuite, il y aura Portland, Brooklyn qui sont chiants à jouer ces derniers temps. Les Spurs et les Pelicans pour finir la saison. En février dernier, à la date limite des transferts, l'équipe s'est séparée de D'Angelo Russell pour faire venir Mike Conley, avec Nickel Alexander Walker dans le lot. Antoine, est-ce que les Wolves sont en mesure de jouer les troubles faits dans le classement de la conférence Ouest et d'arracher une place qualificative directe en play-off ou pas, à ton avis? C'est un peu une question à la con, parce que comme on vient de le dire tout à l'heure, grosso modo, t'enchaînes 3 victoires consécutives, les Wolves peuvent être tout à fait qualifiés directement en play-off, quoi. Ouais, alors, c'est une question difficile. Est-ce que... En fait, le premier truc je veux mesurer ta confiance dans l'état des Wolves aujourd'hui, notamment, je précise, notamment parce que eux sont proches de récupérer à peu près tout le monde. Il y a eu quelques éléments là qui se sont, on va en parler, mais je vais te laisser d'abord répondre. Alors que derrière, voilà, les Clippers, il y a des blessés, Phoenix, il y a des blessés, les Warriors, on ne sait toujours pas si Wiggins va revenir ou pas. Voilà. Le truc, le point avec les Wolves, c'est que je trouve que c'est une équipe irrégulière. Ouais. J'ai du mal. Alors là, ils sont sur 2 victoires de suite, donc c'est le début d'une bonne dynamique. Est-ce que Minnesota est capable d'en gagner 5 de suite, par exemple? Je vois. De faire quel un que run, soit le en fait. point de la saison, voilà, exactement, de faire un run. Je sais pas si cette équipe a ça en elle. Par contre, l'ironie, c'est qu'elle a peut-être pas besoin de gagner 5 matchs de suite pour finir 6e. Parce qu'au final, c'est pas seulement qu'est-ce que tu fais toi, c'est aussi ce que font les autres, et si les autres se plantent aussi. Par exemple, je pourrais dire la même chose des Warriors. Les Warriors sont une équipe irrégulière aussi cette saison. Terriblement irrégulière. Dallas est irrégulier, les Lakers sont pas réguliers. Enfin, toutes les équipes celle qui est juste devant et celles qui sont derrière ne sont pas non plus des équipes régulières. Donc c'est un peu au jeu de qui s'en sortira le mieux. Maintenant, pour le fait qu'ils vont être au complet, c'est vrai que c'est a priori quelque chose de très positif. Tu récupères tes stars, etc. T'es donc en pleine puissance. Mais pour Minnesota, ce que ça inclut, ce que ça engendre, c'est que tu dois trouver un ajustement. Tout à fait. Surtout que eux, pour le coup, ont changé vraiment de dispositif pendant l'été dernier, en décidant donc de faire jouer 2 pivots All-Star ensemble, qui sont Towns et Gobert. Et on a eu un tout petit échantillon de ça, en fait. Donc là, le retour de Kat, à ce stade de la saison, dans une équipe qui commençait à plutôt prendre ses repères, c'est trouver des nouveaux repères.
Anthony Edwards, il va revenir, c'est bien, mais juste avant que Kat se blesse, je me souviens d'Anthony Edwards qui tirait la tronche et qui était là à dire, ah bah voilà, bah maintenant moi j'ai plus d'espace pour driver, je peux plus dunker, c'est comme ça qu'il justifiait le fait qu'il pouvait plus dunker, et on comprenait que c'était une pique en mode, bah non, bah il y a les deux grands, ils prennent de la place et moi je peux plus y aller. Donc tout ça, ça va redemander un ajustement. Du coup, le fait d'être au complet est un point positif, mais en même temps, voilà, je me dis pas que ça va forcément être, comment dire, propulser les Timberwolves au palier supérieur. Je pense que ça redemande un temps d'adaptation pour eux au final. Oui, ils ont en fait, les questions qui se posaient avant que Kat se blesse, ce sont toujours là. Et ils ont très peu de temps et beaucoup de pression pour essayer de trouver quelque chose qui fonctionne bien, notamment cette paire, Karl Anthony Towns, Rudy Gobert, qui, comme tu l'as dit, pour l'instant, il y a quasiment pas de vécu pour ces deux-là sur le terrain. Avant qu'il se blesse, il y avait énormément de questions. Voilà, Anthony Edwards qui était frustré. Là, maintenant, tout le monde va être de retour. Donc, ça va être au coach de trouver les solutions. Moi, où je suis un peu plus optimiste. Alors, je suis pas optimiste à 100% concernant les Wolves, bien évidemment. Mais j'ai trouvé que c'était une bonne chose d'enlever D'Angelo Russell de l'équation pour faire venir Mark Conley, qui est plus un gestionnaire sur le terrain. Et je trouve que c'était essentiel d'avoir ce truc-là. J'ai hâte de voir comment Finch va trouver l'équilibre. Parce que là, aujourd'hui, je pense que s'il y a un mec qui s'est définitivement affirmé dans cet effectif, c'est bien Anthony Edwards, qui est devenu All-Star. Et je pense qu'il faut vraiment tourner cette équipe autour de lui. Donc, voir comment il va réussir à gérer ces trois gars-là, en fait. Towns, Gobert et Edwards. Comment il va gérer leurs minutes ensemble ou pas sur le terrain. Ça, j'ai vraiment hâte de voir ça, tous, en ayant bien conscience qu'il n'y a quasiment pas le temps de le faire. J'ai beaucoup aimé j'aime beaucoup certains de leurs role-players, les Nasri dans sortie de banc, Taurean Prince, Jordan McLaughlin, Cal Anderson, que je trouve qui est vraiment un joueur clé. Et là, tu viens de sortir le joueur qui m'a le plus époustouflé ces derniers temps, c'est Jaden McDaniels. Jaden McDaniels qui, sur les 7 derniers matchs, est en train de confirmer tous les espoirs que les Wolves ont mis en lui. Parce qu'il y a un truc qu'il faut jamais oublier de dire concernant les Wolves, c'est que quand ils font la compensation de pick de draft avec dans le transfert pour faire venir Rudy Gobert, donc ils donnent 4 futurs premiers tours et un swap pour faire venir ce gars-là. Et pourquoi ils font cette compensation ? Parce qu'ils veulent absolument pas mettre Jaden McDaniels dans le deal. À l'époque, il faut bien souligner que Jaden McDaniels, c'est un mec qui tourne à 9 points de moyenne, 4 rebonds, qui fait des fautes et qui a moins de 32% à 3 points. Le gars a 22 ans. Sur les 7 derniers matchs, là, je crois, il tourne à 19 points par match. Il a 64% de true shooting. Et déjà, il était excessivement prometteur défensivement. Et là, on voit qu'il est en train de devenir un autre joueur, en fait. Ah bah, j'ai vu Paul George en parler comme le meilleur défenseur extérieur de la ligue. Alors je pense que c'était surtout une manière de Paul George de rendre hommage vraiment à McDaniels qui a fait du bon boulot, mais il a limité Doncic à 40%, il a limité Leonard à 41%. Il est incroyable. C'est vraiment une machine. Je me souviens d'une possession là en fin de match contre les Mavericks, un match gagné de peu par les Timberwolves, où lui et Anthony Edwards ils éteignent Kyrie et Doncic. Non, il est très très fort, super. J'allais parler de ça. Je veux dire, aujourd'hui, je suis les Wolves, Jaden McDaniels et Anthony Edwards. C'est marrant parce que dans mes notes, j'ai noté ce match, cette fin de match face à Dallas, où ces deux gars-là, Anthony Edwards, il faut qu'il soit beaucoup plus dans la discipline. C'est vraiment quand il veut, ce gars-là. Hein. Des fois, il fait pas l'effort, mais quand il le fait, son duo avec Jaden McDaniels peut vraiment être incroyable. Incroyable. Et rien que pour ça, les Wolves, j'ai cet optimisme-là les concernant. En fait, les Wolves, tu sais, moi, je les vois d'une certaine manière, c'est une équipe qui a tout, si tu regardes pas dans le détail. C'est-à-dire que c'est une équipe qui a des stars. Il y a quand même 3 All-Stars. C'est pas donné à tout le monde. Il n'y a pas toutes les équipes qui ont 3 All-Stars, sachant que le plus prometteur d'entre eux est très jeune et c'est un premier choix de draft. Il y a des vétérans. Il y a des bons défenseurs.
il y a des jeunes prometteurs, il y a de la profondeur, parce que comme tu l'as très bien dit, par exemple, ça c'est un truc qu'en début de saison, moi j'avais pas du tout, auquel j'avais pas prêté attention, mais les Timberwolves ont de la profondeur de banc. Naz Reid, comme tu as cité, Taurean Prince, Kyle Anderson, très bonne pioche, excellente pioche, Kyle Anderson. Grave. T'as l'impression que Kyle Anderson, partout où il passe, s'il joue, ça va bien se passer. Donc t'as des mecs, et c'est des mecs importants, ça me rappelle les Sean Battier, tu vois, les mecs comme ça, les mecs qui te font gagner, les mecs dont t'as besoin dans ton équipe pour gagner. Donc si tu regardes ce prisme, tu te dis, Minnesota, c'est solide, tu vois. Par contre, je trouve qu'après, dans le détail, là, tu te dis, t'as toutes les pièces, ou en tout cas, t'as des pièces très intéressantes, t'as plein de pièces très intéressantes, mais est-ce que ces pièces, elles fonctionnent bien entre elles? Tout à fait. Là, c'est là où moi, d'un coup, je commence à avoir un peu plus de réserve. J'ai l'impression que j'ai une petite stat pour toi, là. Je vais aller la chercher là à l'instant. Rudy Gobert et Karl Anthony Towns, alors l'échantillon est très faible, ils ont joué 20 matchs et 416 minutes ensemble. Pendant ces 416 minutes, les Timberwolves ont que plus 0,1 points marqués sur leur adversaire sur 100 possessions. Bon, ça reste positif, même si 0,1, on peut dire que c'est neutre. Mais voilà, on voit que ce duo, il est pas en train de dominer. C'est qu'une stat, hein, il y a pas de contexte, elle est un peu brute. Mais si je devais lui donner du contexte, c'est quand Gobert joue en même temps que Kat, Towns, il est obligé de jouer complètement au large. Alors lui, ça le dérange pas, il aime bien shooter de loin. Mais tu perds un peu quand même, je trouve, une arme. C'est-à-dire que t'es obligé, c'est pour ton spacing, t'es obligé que Karl Anthony Towns, il joue en mec qui va juste attendre derrière la ligne à 3. Entre guillemets, juste attendre derrière la ligne à 3 points, parce que c'est pas tout à fait ça, il va quand même jouer des 1 contre 1, juste il part de plus loin. Donc, tu te prives un peu aussi d'une arme, c'est quand même un mec de mètre 8, 2 mètres 10, qui est puissant, hein. Il pourrait jouer de haut panier, Karl Anthony Towns, il va poster des mecs, hein. Complètement. Et là, voilà, il est obligé de jouer un peu différemment. Ça c'est pour l'attaque, mais pour moi l'attaque c'est pas le point le plus inquiétant. Je trouve que défensivement, quand ils vont jouer avec Gobert et Towns, et là pour le coup pareil, alors j'ai plus la stat exacte, mais je sais qu'ils sont Minnesota, c'est l'équipe. Alors évidemment c'est sur la saison et Kat n'a pas joué toute la saison, mais je pense que son retour ne va que empirer la chose. C'est la 27e équipe en NBA. Donc la quatrième plus mauvaise en termes de pourcentage en 3 points des adversaires. Ouais. C'est-à-dire que les Timberwolves, quand t'as deux grands comme ça, il y en a forcément un qui se fait prendre de vitesse. Donc Gobert, souvent, il est dans la raquette. Kat, il est exposé au fait de se prendre d'être pris de vitesse par des attaquants plus mobiles. Donc tu te resserres. Il y a des espaces pour l'adversaire, des shooters seuls derrière la ligne à 3 points. Ça ressort la balle et boum. Et Minnesota se prend beaucoup de paniers à 3 points et surtout laisse un gros pourcentage, parce que c'est souvent des tirs ouverts, à leurs adversaires à 3 points. Et en playoff, je pense que ça va être, si playoff il y a, je pense que ça va être exploité, mais à l'infini par les équipes adverses. Et ça va demander d'être super adroit pour tenir le rythme, en fait. Donc Minnesota, malgré toutes ses qualités, les qualités des Timberwolves, il va falloir être très adroit à 3 points parce qu'il y a de fortes chances que eux en prennent un paquet. Voilà, il y a des petites réserves. Je sais pas trop comment ça va marcher toutes ces pièces ensemble, quoi. Si j'étais même un peu plus, si je me projette un peu, je suis d'accord avec toi. Je pense que ça doit être l'équipe d'Anthony Edwards, et je ne sais pas combien de temps ils vont pouvoir garder les deux pivots ensemble, en fait, pour être honnête. Après, voilà, là je vois peut-être trop loin. C'est pas la question du jour, hein, mais je me demande. Après, voilà, pour revenir juste à la 6e place. C'est pas impossible, mais je pense plutôt qu'ils seront en tête de liste du play-in. En tout cas, ils ont leur carte à jouer pour jouer les playoffs, clairement, très clairement, là, sur ça. Par contre, quelles sont leurs possibilités réelles? Là, après ça. Oui, c'est ça la grande question. En fait, je pense, le truc que je l'ai déjà dit en parlant des Wolves, parce que c'est pas la première fois que je parle des Wolves dans ce podcast, mais c'est les rotations, en fait. Je trouve, tu vois ce qu'on vient de dire, par exemple, sur le fait que les Wolves coche de nombreuses cases. Avec Rudy Gobert, ils ont une défense intérieure, un mec qui est excellent défenseur à l'intérieur, capable de prendre des rebonds et ainsi de suite. Enfin, on connaît les qualités de Rudy Gobert. Karl Anthony Towns, un joueur qui est capable d'être adroit et ainsi de suite. Tout ça, on le sait. Je trouve que Chris Finch a à sa disposition des possibilités incroyables en termes d'ajustement pour n'importe quel adversaire. Ouais. Maintenant, tu es obligé de prendre potentiellement des décisions qui sont difficiles, à savoir, tiens, on va jouer tel adversaire en play-off, est-ce qu'on peut décemment jouer Towns et Rudy Gobert dans le 5 tous les deux dès l'entame? Probablement pas.
et c'est ces décisions-là que j'ai hâte de voir est-ce que Greenfield va être capable de prendre ces décisions ou pas. Je me souviens Tyronn Lue avec les Clippers, parce que ça m'avait souvent marqué, qui était capable de faire un small ball extrême pour pouvoir emmerder Utah quand ils s'étaient rencontrés en playoff il y a 1 ou 2 saisons de ça. Ouais. Bon, bah, en fait, j'ai l'impression que les Wolves il va falloir être capable de dire à certains joueurs, bon, bah, là, sur ce match-up-là, c'est pas bon. Il va falloir que tu sois en sortie de banc ou que tu joues que 15-20 minutes parce que là, ça nous arrange pas, en fait. Maintenant, en termes d'avenir, je pense véritablement que les Wolves, avec Jaden McDaniels et Anthony Edwards, ils ont clairement 2 pépites de dingue pour construire cette équipe, en fait. Et peu importe si à l'avenir, on se dit, le pari de Rudy Gobert était pas le bon. Est-ce qu'ils vont finir par transférer Karl Anthony Towns parce que je sais pas ce que réserve l'avenir aux Wolves et je sais pas quelles décisions difficiles ils vont devoir prendre. Mais à partir du moment où j'ai ces 2 gars-là dans mon effectif, franchement, je me dis que j'arriverai toujours à m'en sortir quelque part. Surtout que ces 2 gars-là sont jeunes, archi jeunes, quoi. Non, c'est clair. Bah, je suis d'accord. Le duo, moi aussi, le duo, je le trouve très intriguant, très excitant. Après, faut voir aussi la personnalité des types. Même si j'aime bien Anthony Edwards, hein, il me fait beaucoup rire. Je demande à voir comment lui aussi va évoluer, comment lui aussi va mûrir. Je suis d'accord. Comme tu le disais très bien, il peut choisir certaines possessions, Anthony Edwards. Donc, faudra voir comment il se développe en tant que superstar. Parce que c'est une star au niveau du talent. Ça, on n'a aucun doute, mais on sait très bien qu'après, pour devenir un gagnant dans cette ligue, ce à quoi il aspire, il y a aussi une énorme touche mentale. Oui. Et ça va être intriguant de voir comment il se développe. C'est exactement ça. Sa lucidité, parfois, je trouve qu'il a des lacunes en termes de lucidité, aussi bien défensive qu'offensive. C'est ça. Et même, tu vois, pareil, je reviens sur la déclaration de début de saison. On lui dit, bah, tu dunkes plus, bah, ouais, je peux pas, tu vois, ça, c'est des sorties. Il faudra corriger. Voilà, donc moi je ne sais pas est-ce que sa personnalité aujourd'hui est celle d'un grand gagnant, mais peu importe, hein, je veux dire, la réponse on l'aura pas maintenant. Et puis, comme tu l'as dit, il est jeune. On peut pas demander à un gamin de 21 ans, de 22 ans, à un jeune de 21 ans, 22 ans d'être parfait. C'est impossible. Donc on verra comment il se développe. Par contre, juste sur ce que tu disais, moi je suis tout à fait d'accord avec toi, ils vont devoir faire des choix. Par contre, ce qui me fait peur, enfin c'est pas que ça me fait peur, mais que souvent les franchises NBA, et surtout quand elles payent un lourd tribut pour faire venir, pour aller au bout de leurs idées. Donc eux, leur idée, c'était de dire non, mais nous, on veut une autre star, et notre autre star, c'est Gobert. Et nous, ça va marcher, les 2 grands. Quand des équipes investissent autant dedans, elles se détournent pas vite, tu vois, de ce pourquoi elles ont payé 4 tours de draft plus un swap et 4 joueurs, dont Vanderbilt. Donc, et les Wolves, dans leur déclaration récente, autant Chris Finch que Tim Connelly, le GM, c'était bah non, mais nous, on y croit, on croit à ce duo. Et peut-être qu'ils ont raison, on ne sait pas. L'échantillon est trop faible pour qu'on donne vraiment un avis. Mais donc moi, je pense qu'ils vont pas s'en détourner si vite. Autant sur le terrain, je pense qu'ils vont quand même essayer de les faire jouer ensemble assez souvent, même si je pense que les minutes seront partagées. Il y en a un des deux grands qui va sortir et ça sera peut-être Kat et Edwards ensemble pendant deuxième quart-temps et grande partie du troisième, etc. Et après ça va en fin de match. Mais en tout cas, ils vont finir les matchs sans doute avec leurs meilleurs joueurs, avec leur duo. À part si d'un coup ils se rendent compte qu'effectivement ça marche pas, mais je pense qu'ils vont essayer. Et on sait que comme je disais, les équipes elles ont tendance à tirer sur la corde. Et il en va de même pour l'avenir, même chose, tu vois. Je pense qu'à terme, un transfert de 4, ça me semble pas forcément une mauvaise idée, mais même si c'est dur de se séparer d'un joueur aussi fort. Mais pareil, je pense que même si ça marche pas, pendant longtemps, ils vont forcer en fait, mais d'une manière très logique, tu vois. Je veux dire, je vais prendre une comparaison qui est pas très juste et qui me semble quand même un peu pertinente. Tu me diras si ça te semble tiré par les cheveux ou pas, mais Ben Simmons et Joel Embiid, je pense que au bout de la 2e campagne de playoff, on voyait qu'il y avait une limite sur le terrain en termes de complémentarité. Ben Simmons, ça fonctionnait très très bien quand il était entouré de shooters et qu'il pouvait courir et jouer pas sur demi-terrain. Et Embiid, c'est un mec qui est dominant sur demi-terrain. Mais tu avais 2 superstars très talentueuses,
Les Sixers, forcément, ils n'ont pas voulu s'en détourner. Ils ont attendu le dernier moment. Bon, ils ont réussi à récupérer James Harden. Tu vois, ils s'en sortent bien dans l'affaire. Mais pareil, ils ont peut-être tardé quelque part. Oui, mais je pense que pour les Wolves, ça peut être pareil. Alors peut-être. Bon là, voilà, je me projette très loin. Non, mais on en vient exactement à ce que tu viens de dire, en fait, dans la construction de plusieurs franchises, de plusieurs clubs comme ça. La capacité que ça soit du JM, des décisionnaires, du coach, de reconnaître qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui ne fonctionne pas, et de dire là, finalement, on a merdé, on s'est craqué, c'est pas le bon truc, quoi. Et souvent, tu vois qu'il y a plein d'exemples de clubs qui ont eu du succès ces dernières années parce qu'ils ont eu le courage souvent de prendre des décisions qui semblaient vraiment compliquées, ou de prendre des décisions qui pouvaient paraître extrêmes et qui quelque part sont un peu devenues la norme. Je pense notamment aux Warriors. Je veux dire, aujourd'hui. Avec Monta Ellis. Oui, voilà. Je sais pas si c'est ça que tu pensais, mais... Oui, exactement. Ou même certaines décisions d'effectifs, de rotation qui ont été prises par Steve Kerr pendant des séries. Je parle. Ouais. Et t'as des coachs qui des fois restent butés sur leur rotation parce qu'ils veulent pas froisser un joueur, parce ils sont persuadés que ça va finir par fonctionner, que les joueurs vont finir par trouver la solution sur le terrain. Ils s'obstinent, et puis l'obstination se transforme en défaite, quoi. Et il y a plein d'exemples comme ça, et je suis sûr que certains auditeurs pourraient me dire ouais, mais il y a des contre-exemples à apporter à tout ça. Oui, bien sûr. Je trouve qu'il y a un courage des fois à avoir pour essayer de trouver des solutions. Les Wolves ont cette espèce de particularité d'avoir, comme tu disais tout à l'heure, un équilibre entre vétérans et jeunes talents. Mais est-ce que c'est pas un peu too much? Parce que finalement, le coup de Rudy Gobert semblait être un peu un truc qui tout double, quoi. On sacrifie beaucoup de nos assets pour faire venir un gars, pour résoudre des problèmes immédiats, en espérant avoir des résultats immédiats. Et là, on a l'impression que ça va pas porter ses fruits. En tout cas, personne ne voit les Wolves comme un contender en force aujourd'hui, quoi. Et c'est ça. Et si tu te souviens bien, quand Gobert il arrive, alors évidemment Rudy c'est quelqu'un de très ambitieux, donc bon, faut pas non plus se fier à tout ce qu'il dit, mais il parle de titre. Oui. Il parle de. Alors bon, c'est une gimmick, mais ça sort, tu vois. Il y a quand Rudy Gobert arrive, il y a des papiers sur est-ce que les Timberwolves vont finir dans le top 3 de la conférence Ouest. Quelque part aujourd'hui on se dirait tiens c'est bien ils font les playoffs, mais quand t'as payé aussi cher, est-ce que t'es censé juste faire les playoffs? Bien sûr. Après Antoine, on voit très bien qu'en NBA les choses peuvent aller très vite, et que voilà, exactement, et que les succès d'hier ne sont pas ceux de demain. Finalement, t'es en permanence dans. C'est ça qui est génial d'ailleurs avec cette ligue. C'est aussi une des raisons pour laquelle je suis fan, c'est que t'es dans un flux d'ajustement permanent, et qu'il n'y a aucune vérité qui ne tient vraiment la route. Et c'est pour ça que quand je regarde un club comme les Warriors, qui aujourd'hui, pour moi, ça fait 10 ans que les Warriors sont arrivés sur la scène. Je me souviendrai toujours des playoffs 2013 où beaucoup d'équipes voyaient cette équipe-là arriver en se disant oh là 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 là, eux ils vont s'ils trouvent le truc, s'ils enclenchent la vitesse supérieure, ça va faire très très mal. Et en 2013, on commençait à voir les Warriors pointer le bout de leur nez, et t'imagines, ça fait 10 ans aujourd'hui qu'ils sont là, quoi. Et ça, pour moi, c'est vraiment un témoignage de plein de choses, de la qualité de ce club, du front office, du talent inouï de Stephen Curry, de Klay Thompson, de Draymond Green, enfin voilà. Mais c'est excessivement rare ces histoires-là. C'est l'exception en fait. Voilà. Non, mais je suis tout à fait d'accord. T'as tout à fait raison. Hein. Et les Wolves ont fait un all-in. Voilà. Et ils verront bien ce que ça donne pour eux, je veux dire. Mais quelque part, est-ce que ce all-in leur permet pas de... Alors, quand tu regardes ce qu'ils disent de Jaden McDaniels, ils étaient plusieurs à dire on était sûr que ce mec-là était un diamant brut, mais on avait quelque part un diamant entre les mains. Anthony Edwards, bon, il y a plus de certitude, il a été pris au premier choix de la draft. Donc, mais quelque part, Jaden McDaniels, cette saison, se révèle. Et comme je disais tout à l'heure, tu as Edwards, tu as McDaniels,
Si les Wolves sortent de toute cette histoire avec ces deux certitudes-là que sont Edwards et McDaniels et de se dire, bon, un moment, on va changer le cours de notre histoire et on va tout construire autour de ces deux gars-là, je ne sais pas si on peut dire que c'est une défaite. Voilà. Non, t'as raison. Et puis, en plus, il y a une chose, c'est quand même, faut voir aussi le passé de la franchise. C'est une franchise qui gagne peu, qui a eu un gros passage, c'était avec Kevin Garnett. Mais à part ça, c'est une franchise jeune à l'échelle de la NBA. Le passage avec Kevin Garnett, c'était une horreur, beaucoup aussi, quoi. Et beaucoup de désillusions, énormément de désillusions avec Kevin Garnett aussi au final, parce que Garnett c'est fort, mais ça tombe. Il y avait les Spurs de Duncan. Oui, mais ils arrivaient jamais à construire une équipe autour de lui, quoi. Je suis désolé. Exactement. Il y a une année où ils font finale de conférence. Oui, en 2004. En 2004, tout se passe à peu près bien. Et encore, ils vont pas en finale non plus. Non, ils se font battre par les Lakers. Donc beaucoup de désillusions. C'est une équipe qui a une franchise qui a pas eu beaucoup à célébrer. Donc là, en faisant ce pari quelque part, même si effectivement elle cède des pièces ou elle hypothèque une partie de son avenir, mais comme tu l'as dit très justement, au final, pas tant que ça, vu que tant que t'as Edwards et McDaniel, tu peux croire en l'avenir. Quelque part, elle se met dans une position d'être compétitive, pas juste un an, mais peut-être rester un peu plus durablement dans ce ventre mou au haut de classement de la conférence Ouest, qui peut être un peu la place du con, mais pour une franchise comme ça, c'est déjà important, parce qu'une fois que tu es dans cette position, tu sais jamais ce qui peut arriver. Oui, et ils osent, c'est ce que tu as dit tout à l'heure, voilà, ils osent, et je suis désolé, à un moment, les pics de draft, ça va, c'est cool, mais il y a un moment, qu'est-ce que ça vaut aussi? Si t'arrêtes pas de faire des choix de merde, alors demandez aux Kings, pendant des années, ils font pas les playoffs, pendant des années, ils ont des pics de draft qui ne deviennent rien, absolument rien. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, demain, les Wolves disent, c'est la culture qu'il faut changer en fait dans une franchise. Et les Wolves, c'est ce qu'ils essayent de faire. Et rien que pour ça, je respecte ce qu'ils font. Et demain, ça marche pas. Ils décident de dire bon allez, le pari Rudy Gobert, ça va pas fonctionner. Bon, pour l'instant, ça paraît être un échec. Ok. Allez, on débranche, on recommence tout et on reconstruit autour de McDaniels et d'Edwards. Tu fais un trade de Karl Anthony Towns. Tu crois que tu vas pas récupérer les pics de draft? Bien sûr que oui. Tu récupères tout ce que t'as donné. Qu'est-ce que t'en as à péter de les avoir donnés puis Rudy Gobert et d'avoir osé tenter quelque chose? Il y a un moment, faut arrêter de voir les pics de draft comme un espèce de truc sacro-saint auquel il faut pas toucher, quoi. Surtout si c'est compétitif, c'est des pics entre la 15e et la 20e place à la draft. Exactement. Donc bon. Non, je suis d'accord avec toi. Voilà. On va parler de Jaylen Brown. On va avancer parce que. Pardon. Non, mais pas de problème. Je voulais parler des Wolves beaucoup et je suis content qu'on l'ait fait et que voilà. Et Jaden McDaniels, j'invite tout le monde à s'intéresser à ce joueur parce que franchement, c'est en train de devenir un vrai joueur. J'adore ce genre de joueurs qui se transforment littéralement sur une saison, quoi. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Confiance. Ouais. Même quand il parle, là, j'ai vu une interview récente de lui avec Shams Charania et tu sens qu'il y a une espèce de prise de conscience et prise de confiance. Exactement. Prise de conscience de qui il peut être et prise de confiance, du coup, sur ses capacités. Exactement. Donc, ça peut que monter les joueurs comme ça. On va parler un peu plus rapidement parce que c'est des sujets que j'ai déjà abordés, notamment les Celtics, mais je voulais te demander ton opinion sur Jaylen Brown, qui a fait une sortie là sur les fans de Boston, voilà, qui a aussi abordé dans un magnifique portrait qui a été publié sur le site The Ringer par Logan Murdoch, qui a fait un portrait de Jaylen Brown, qui parle un peu de tout ça justement, de la relation de Jaylen Brown avec les Celtics. Le fait qu'il ait été dans les rumeurs de transfert, sa relation avec Kyrie Irving, le fait que les fans des Celtics, c'est un peu, il y a une partie de ces fans qui sont un peu too much, on va dire. Il y a une frange très puritaine de l'Amérique exactement qui réside à Boston. Merci, tu le dis très bien. J'avais pas les mots tout d'un coup. Et les Celtics là, qui sont dans une phase, on va dire que les Celtics qui étaient présentés comme le grand favori de la conférence Est, voire le grand favori pour remporter le titre cette saison, tout d'un coup se sont fait doubler par les Bucks. Tout d'un coup, voient dans le rétroviseur les Sixers qui sont en train de leur souffler dans la nuque et potentiellement pour leur
capable de leur saisir leur deuxième place à l'Est. Derrick White a dit récemment que quelque part, il s'en fichait, c'était la première, deuxième ou troisième place, que quand tout le monde sera de retour, que quand ils retrouveront leur rythme à l'entrée des playoffs, logiquement, ça devrait bien se passer. Parce qu'il faut bien souligner que, notamment, Jason Tatum, depuis le All-Star Game, n'est pas dans la meilleure forme qu'il soit. Et que, grosso modo, je pense que s'il retrouve de sa superbe, tout ira beaucoup mieux. Est-ce que tu es inquiet pour les Celtics? Est-ce que le fait que Jaylen Brown aborde toutes ces questions aujourd'hui, c'est un signe pour toi qui est un peu inquiétant, ou il faut rien lire d'autre que on lui a tendu un micro, il a répondu aux questions? Je dirais que pour l'instant T, pour la saison, là tout de suite, c'est pas inquiétant. Mm-hmm. Par contre, effectivement, c'est quelqu'un de très intelligent, Jaylen Brown. Et dans ses déclarations, voilà, il s'engage pas auprès des Celtics. Clairement, on peut résumer ça comme ça. On peut même voir, notamment sur la déclaration, je trouve très intéressante, c'est celle où il dit, bah voilà, je sais que très bien que Tatum et Kevin Durant, ils sont potes. Donc forcément, je me suis posé des questions au moment où il y avait les rumeurs. On sait que les Celtics auraient proposé Jaylen Brown aux Nets en échange de Kevin Durant en compagnie de Derrick White et des tours de draft. Donc voilà, il est conscient de ça. Je pense que c'est pas, je pense que les Celtics ne doivent pas prendre Jaylen Brown pour acquis. Exactement, ouais. C'est-à-dire qu'ils ont un très beau duo avec Tatum et Brown, peut-être le meilleur de la ligue, mais faut pas le prendre pour acquis. Ils sont pas à l'abri que Jaylen Brown un jour il décide de prendre une autre route. Je pense que c'est ça que moi je vois un peu derrière ces déclarations-là. Mais voilà, je pense que tant que la franchise ne lui manque pas, je sais pas, c'est un peu bizarre de dire ça comme ça, ne lui manque pas de respect, je sais pas trop comment le tourner autrement, mais voilà. Pour l'instant, il est là. Faut juste pas se mettre à rêver d'un avenir où pendant 10 ans Boston domine avec Tatum et Brown, quoi. Je pense que c'est peut-être un peu la limite qu'il met. Maintenant, si je peux flamber un peu sur la position des Celtics, depuis le début, avant même le coup d'envoi de la saison, pour moi, les favoris, c'était les Bucks. Pour moi, Milwaukee était au-dessus, légèrement au-dessus, pas beaucoup au-dessus, parce que je pense que c'est deux énormes équipes. Mais je value plus Milwaukee que Boston depuis le début. Donc, quelque part, la bonne série actuelle de Milwaukee me réconforte dans cette position. J'ai l'impression que pour moi, les Bucks, c'est les très grands favoris de cette saison. Je pense que s'il n'y a pas de blessure, c'est l'équipe qui va aller au bout. Ouais. Mais Boston reste une très grosse équipe. Pour l'avantage du terrain, je serais tenté de dire comme Derrick White, mais pas tout à fait en fait. Je suis partagé sur la question. Je sais pas ce que toi t'en penses, mais je suis partagé notamment parce que le deuxième tour potentiel, c'est Philly-Boston. Tout à fait. Je suis pas ultra optimiste sur les Sixers. Je suis pas un grand partisan des Sixers. Je n'arrive pas à imaginer par exemple Philadelphie battre les Bucks. C'est une équipe, pour moi, Philly, qui a des vraies limites, qui a des forces, mais qui a des vraies limites. Par contre, je pense que Philly peut sortir Boston. Boston serait favori pour moi de cette série, mais Philly peut voilà, c'est pas impossible. Et je pense que c'est quand même deux franchises qui ont un passif. Qui ont un passif déjà récent, mais qui ont un passif même à l'échelle de l'histoire. C'est quand même une grosse rivalité. C'est deux publics bouillants. Je pense que s'il y a un game set, tu préfères quand même le jouer devant ton public. Après, voilà, en NBA, de nos jours, à l'extérieur, domicile, les mecs sont forts, ils savent jouer partout, tu vois, mais bon, c'est quand même mieux, je pense, de finir deuxième que troisième. Après, là où je le rejoins, c'est que voilà, ça reste une très bonne équipe. Une fois qu'ils vont lancer la dynamique, Boston, s'ils arrivent à lancer la machine, t'as quand même une équipe très très forte. Et je pense que Jaylen Brown, même si le timing, effectivement, on peut se demander, bon, quelque part, lui, en tout cas, en ce moment, il est fort. Sur le dernier match, c'est incroyable. Tout à fait. En fait, moi, la question que je me suis posée, j'ai parlé des Celtics récemment avec Julien Muller dans un précédent numéro du podcast, et je pensais pas forcément y revenir. Et force est de constater que cette fin de saison, je m'attendais pas à voir les Celtics, je dirais, dire cafouiller leur basket, ça serait très exagéré de dire ça. Mais je trouve que tout d'un coup, c'est moins fluide. Il y a toujours ce problème de Robert Williams qui est in and out de la rotation parce qu'il est blessé. Marcus Smart qui n'est pas exactement au même niveau qu'il l'a été l'an passé. Ben, je trouve que tout d'un coup, je me pose beaucoup de questions concernant Boston. Non pas que... Au pire moment, voilà. C'est-à-dire que Milwaukee, tout d'un coup, ça déroule dans tous les sens.
Et je suis d'accord avec toi. Pour moi, les Bucks sont clairement l'équipe à battre de toute la NBA actuellement. C'est l'équipe qui, tout d'un coup, arrive, maintenant que Chris Middleton est de retour, arrive avec le plus de certitude à l'entrée des Ouais, playoffs. Et je suis le reste de la ligue. Franchement, ça me fait extrêmement peur. Parce que Giannis Antetokounmpo est un joueur très difficile à arbitrer, que la défense extérieure et intérieure est absolument époustouflante. Voilà, il y a que des problèmes quand tu regardes les ouais, non, Bucks, c'est un casse-tête pas possible. Et tout d'un coup, les Celtics, ouais, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup moins de certitude de leur côté, que c'est moins fluide et qu'il y a beaucoup de points d'interrogation. Est-ce qu'ils vont être en forme? Est-ce que tout le monde sera à 100%? On peut dire que les Bucks, c'est pas dit que quand ils rencontrent les Bucks, s'ils rencontrent les Bucks en playoff, les Bucks seront à 100% non plus, tu vois. Oui, Mais, il y a toujours mais cet voilà. inconnu de toute façon pour n'importe quelle La équipe. dynamique me semble un peu plus compliquée tout à coup. Les Sixers, dans un potentiel match-up face aux Celtics, Joel Embiid a toujours eu du mal contre les Celtics, a toujours eu du mal contre Al Horford. Contre Horford. Il aime pas jouer cette équipe-là. Voilà. Donc je sais pas, je donnerais toujours les Celtics favoris dans un potentiel match-up entre ces deux clubs-là, mais en même temps, les Sixers ont aussi gagné le droit ces derniers temps, où on peut légitimement se dire, est-ce que c'est pas l'année où les Sixers arrivent à sauter cette barrière mentale, à enfin affirmer leur jeu face à une équipe comme les Celtics, quoi. Non, mais après, moi aussi, je pense que Boston partirait quand même beaucoup plus d'arguments, notamment la profondeur d'effectifs, qui pour moi est un des points faibles de Philly, au-delà en plus du manque de garantie que peut donner parfois James Harden en playoff, que peut donner Doc Rivers dans certaines situations, ou même Joel Embiid d'ailleurs. Mais pour la dynamique actuelle, je suis d'accord avec toi, c'est normalement les meilleures équipes, c'est quand même le moment où elles haussent leur niveau de jeu et parce qu'elles se préparent, quoi. Tu peux pas passer de 30 à 100% Tout à fait. en 2 semaines. Donc il y a un moment, la saison régulière, c'est même elle est faite pour ça, pour les meilleures équipes. On a vu les Lakers à l'époque de Phil Jackson, même les Spurs. Je me souviens des Spurs de Popovich. Même si ça gagnait beaucoup de matchs tout au long de l'année, il y avait des séries de 17, 18, 19 victoires à partir de février-mars. Ouais. Le hit avec LeBron James, parce que c'est le moment où, là, tu dis, bon, les playoffs, ça commence dans 3 mois. Nous, on a besoin de commencer tout doucement à hausser notre niveau de jeu. Donc, on va y aller. Et Boston, c'est pas le moment où tu as envie de cafouiller ton basket. Et je suis d'accord avec toi, c'est simple, sur les 10 derniers matchs, 5 victoires, 5 défaites. Si on prend Philly, c'est 9-1. Milwaukee, c'est 7-3. Tu vois, les meilleures équipes, elles haussent leur niveau de jeu à ce moment-là. Donc voilà, bon, je te rejoins. Et Tatum a peut-être aussi un petit coup de fatigue. Sur les derniers matchs, il y a une panne d'adresse. Après, ils peuvent faire le plein, ils peuvent refaire le plein d'énergie et se reconcentrer, et ça peut marcher. Je pense que Boston restera une des grosses équipes à battre. C'est ça la question avec Boston, c'est à quel point, quelque part, quand j'écoute Derrick White faire ses propos en disant « ouais, on n'est pas trop inquiet », à quel point c'est une équipe qui est sûre d'elle et qui se dit « bon, on va pas se cramer avant les playoffs ». Et bon, ouais, tout n'est pas génial, mais une fois qu'on sera tous concentrés à 100% à l'attaque des phases finales, il n'y aura pas de problème. On sera sûr de notre basket et là, tout le monde sera sur le pont. Ouais, ok, pourquoi pas. Mais je trouve que c'est jouer avec le feu de faire ça, tu vois. J'ai un switch. Voilà, j'ai trop vu des équipes se bananer de cette manière-là, en se disant ouais, c'est bon, vous inquiétez pas. Je sais pas si les Celtics, enfin, quelque part, elle est bizarre cette équipe dans le sens où elle a une expérience de dingue, alors que ses joueurs majeurs sont jeunes. Mais ils ont tous de la bouteille parce qu'ils ont du vécu. C'est hallucinant le vécu qu'ils ont, quoi. Donc tu vois, c'est voilà, encore une équipe où je suis pas toujours hyper à l'aise pour dire. En tout cas, j'irai pas balancer des certitudes les concernant, tu vois. Non, c'est sûr. Alors, après, pour eux, l'état de santé de Robert Williams, c'est déterminant. C'est exactement ça. Souligné, ils ont besoin de lui. C'est un joueur primordial, et notamment si tu réfléchis aux affrontements éventuels contre Milwaukee ou contre Philadelphie. Exactement. Je pense qu'ils peuvent pas passer sans Robert Williams. Je suis complètement d'accord. Donc, bon. Donc à voir, ouais, c'est à voir, vraiment.
Et on va terminer ce podcast. Je voulais parler vite fait de Keegan Murray, le rookie des Kings, parce que la semaine dernière, j'ai discuté avec Elvis Rocan des trophées, dont celui de rookie de l'année. On a évoqué plusieurs noms. Et je voulais corriger quand même ce que j'estime être une erreur de ma part, le fait de ne pas avoir cité Keegan Murray dans cette conversation. Ce qui est hallucinant avec ce mec-là, c'est qu'il a été très critiqué parce que les Kings l'ont choisi en 4e position de la draft et tout le monde a dit « Ouais, c'est beaucoup trop haut pour ce gars-là ». Il a gagné le titre de MVP de la Summer League. Pour ce que ça vaut, on peut rire en entendant ça, mais n'empêche qu'il nous avait montré dès cet été des très belles choses. Je trouve qu'il réalise une saison exemplaire, qu'il a eu un rôle primordial dans le fait que les Kings, aujourd'hui, vont se qualifier tranquilles pour les playoffs après 16 années à ne pas goûter aux phases finales. Et voilà, et je trouve ça admirable, en fait, de la part d'un rookie qui joue son rôle, joue dans un collectif. Tous les soirs, il est à peu près... Alors, il a eu des hauts et des bas cette saison, mais je trouve que c'est important de le citer dans cette course du rookie de l'année, même si je pense pas qu'il va avoir le prix. Voilà, je trouve que ce joueur mérite qu'on le mette, que son nom soit cité, quoi. Clairement. Et je voulais avoir ton sentiment sur Keegan Murray, donc au passage. Alors, sur la course au rookie de l'année ou Non, purement sur le joueur, ouais. Le joueur, au final, t'as raison, t'as souligné le fait que les Kings ont été critiqués, mais au final, ça s'avère être un bon choix parce que je trouve que c'est un complément très intéressant de ce qu'ils ont déjà. Tout à fait. Je trouve que c'est un joueur qui va apporter du lien, surtout que là, en plus, ils ont drafté un joueur qui maintenant qui a 22 ans, donc c'est presque vieux pour un rookie, mais quelque part, ça prouve qu'aussi, il est prêt physiquement. Et malgré ça, même s'il a déjà, entre guillemets, 22 ans, il va quand même progresser. Et je pense vraiment que c'est un mec qui dans leur rotation, va les aider. Les aide déjà, mais va encore plus aider dans l'avenir. C'est ce que j'allais dire, en fait. Je pense que les Kings, quand ils draftent Keegan Murray, ils se disent, on va drafter un joueur qui nous manque, qui a le profil pour nous emmener à l'étape supérieure. Et qui pouvait parier que les Kings termineraient à ce niveau-là cette saison? Moi, je pensais qu'ils allaient faire le play-in et que déjà, ça aurait été très bien et que s'ils avaient arraché une qualification en play-off, c'était absolument mission accomplie, bravo. On sort déjà les bouteilles de champagne, quoi. Là, les gars, ils sont deuxième de la conférence Ouest. Je vais dire troisième, pardon. Oui, ils sont derrière les Grizzlies. Ils sont sur le podium de la conférence Ouest. Il y a aucun problème pour qu'ils soient qualifiés. Je vais dire, et on a ce gars-là, un rookie. Je veux dire, pour moi, c'est mission accomplie, mais à 100% pour les Kings, quoi. Et Keegan Murray a joué un rôle clé dans cette histoire. Et c'est ça que je voulais dire, en fait, en parlant de lui aujourd'hui. Non, clairement, ce que je trouve intéressant en plus, c'est que j'ai l'impression que Keegan Murray, c'est un joueur, si je devais me projeter, qui sera dans un registre à la Harrison Barnes, qui est un autre joueur des Kings. Tout à fait. Et du coup, j'aime bien le mettre dans cette lignée. Alors, je ne sais pas si Harrison Barnes, c'est quand même un super joueur. De'Aaron Fox, elle l'a comparé à Michael Bridges, carrément. Alors, défensivement, je pense pas qu'il en soit là, par exemple, Keegan Murray, mais s'il est entre Michael Bridges et Harrison Barnes, c'est pas mal. Ouais. C'est pas mal, j'ai envie de dire. Non, clairement, mais en tout cas, à l'heure actuelle, c'est un mec qui va mettre des 3 points, qui a en plus, qui va du coup avoir la chance en tant que rookie de jouer les playoffs et de jouer et d'avoir un rôle en playoffs, d'être titulaire dans une équipe de playoffs. C'est de l'expérience très importante à engranger tôt dans sa carrière. Ça ne peut que l'aider par la suite. Donc franchement, très belle pioche de la part des Kings. Après, oui, je l'aurais pas mis, moi non plus, je pense, le rookie de l'année, je vois des joueurs qui ont eu plus d'impact que lui, ou même qui sont simplement meilleurs que lui, des meilleurs rookies, mais c'est une très bonne pioche, et notamment, surtout en plus, le débat était vachement sur, mais Jaden Ivey, c'est peut-être un plus gros talent, etc. Mais je pense que Jaden Ivey, malgré toutes ses qualités, il aurait jamais pu faire la saison qu'a fait Keegan Murray avec Sacramento. Il aurait pas pu avoir le même impact, surtout en étant sur un poste plus proche de celui de Fox. Là, Keegan Murray, c'est parfait avec Huerter, Fox, Barnes, Sabonis. Tu dis que le 5 est ultra complémentaire. En fait, c'est très intéressant. En fait, les Kings ont drafté un joueur, c'est un plug and play. C'est-à-dire que le gars, ils l'ont pris en sachant très bien qu'il fallait un joueur qui soit capable d'être efficace et d'apporter ce qu'il cherchait. Et Keegan Murray a rempli
parfaitement sa mission. Alors Oui, peut-être que son plafond est moins élevé que certains joueurs de la draft, et ça l'avenir nous le dira, parce que c'est très compliqué de juger un joueur sur une seule saison. C'est même totalement impossible. Maintenant, Keegan Murray, enfin, je veux dire, les Kings ont drafté un joueur en espérant qu'il allait remplir sa mission et leur permettre d'atteindre les playoffs. Les Kings ont complètement réussi ce truc-là, et je trouve qu'il faut jamais l'oublier, en fait. Ouais, ben, en fait, ce que je trouve fort, c'est qu'ils ont bien évalué là où eux en étaient. Exactement. Comme tu l'as dit, toi, tu les voyais pas plus que le play-in ou peut-être se qualifier éventuellement en play-off. Moi, je pense que je les voyais play-in et pas se qualifier en play-off. Très sincèrement, jamais j'aurais pensé que les Kings seraient aussi haut. Eux, on se sont dit, nous, on est prêts, on croit en nous. Ok, on n'a pas besoin d'un talent de plus. On a déjà Fox, on a déjà Sabonis. On n'a pas besoin d'un jeune qu'on va développer pendant 5-6 ans. C'est pas ça qu'il nous faut aujourd'hui. On a besoin d'un mec qu'on va effectivement pouvoir développer, mais qui va nous aider tout de suite. Donc, très bonne évaluation de leur situation. Et chapeau aux Kings au final. Mais tu vois, même sur le transfert d'Haliburton, je pense qu'ils seront effectivement pas gagnants à long terme, parce qu'Haliburton est un joueur absolument génial. Mais quelque part, ils ont relancé la franchise, c'est ce qu'il fallait à Sacramento. À un moment, t'as plus joué les playoffs depuis 2006, t'as besoin de regagner des matchs, t'as plus besoin de reconstruire. Merci de parler de ça, parce que j'allais zapper le truc, mais Sabonis. Alors, on a clairement les 3 favoris pour le titre de MVP, mais Sabonis, ce qu'il nous propose depuis 2-3 mois sur le terrain, immense. C'est immense. Enfin, je veux dire, le gars cette équipe est 3e de la conférence Ouest, et ce mec est absolument central. La qualité de son jeu est inouïe. C'est incroyable ce qu'il propose. Et pour moi, on est toujours là à dire, ah oui, mais il mérite d'être dans la conversation, Sabonis, pour moi, à mes yeux, en tout cas, personnellement, mérite d'être dans la conversation du MVP. Je lui donne pas le titre, mais son apport en termes de résultats des Kings cette saison est hallucinant. C'est hallucinant. Mais il aura des votes, je pense. Je pense qu'il aura des votes en tant que 5e place. Je crois qu'il vote 5 places. Ouais. C'est 5 places qu'il vote. Mais je pense qu'il aura des votes en tant que 5e place. Il finira peut-être pas 5e du classement MVP, mais il aura des votes. Autour de la 4e, 5e place, il y a des journalistes qui voteront forcément pour lui, je pense. En fait, tu vois, il sera cité. Dans tous les clubs dont on a parlé, que ce soit les Wolves, même les Celtics, d'une certaine façon, si on regarde les dernières années, comment ils ont bâti cette équipe, là, les Kings, ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas une seule et bonne façon de construire son équipe. Il n'y a pas un seul objectif. Pour moi, c'est ça une des grandes erreurs ou un truc moi, en tout cas, je vis pas mon statut. En tant que fan de NBA, je vis pas les trucs comme ça. Je me dis pas c'est le titre ou c'est la mort, tu vois. Oui. Mais il n'y a qu'une équipe qui gagne. De toute façon, il y en a 30. Donc tu peux pas. Je suis incapable de vivre la NBA de cette manière-là. Pour moi, c'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est comment tu construis ton équipe et à quel point tu as conscience de d'où est ton équipe et de l'objectif qui est le tien. Les Kings, aujourd'hui, ont atteint à 100% leur objectif. Peu importe s'ils se font têche au premier tour ou pas des playoffs. Ouais. Quoi qu'il arrive, ils ont remporté ils ont réussi à atteindre cet objectif qui est, ça fait 16 ans qu'on n'a pas fait les playoffs, on y est, et de la plus belle manière qui soit, on a re-enthousiasmé notre franchise, on a redonné de l'espoir aux fans, et quand tu vois le kiff qu'ont les fans des Kings aujourd'hui, mais pour moi, c'est voilà. Une des plus belles fanbases de la ligue. Ils viennent de vivre une saison de rêve. Et peu importe si tu remportes le titre à la fin. Peu importe. C'est pas forcément l'objectif de ton club. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas si ça paraît fou de dire ça ou pas, mais. Mais non, mais si. Je suis incapable de vivre ça comme ça, moi. Je suis tout à fait d'accord. C'est-à-dire qu'on est très aspiré par la culture de la bague, par le titre, mais déjà, il n'y a pas tant de superstars que ça. Il y en a peut-être 3 ou 4 par génération qui peuvent t'emmener au titre. C'est ça. Si tu regardes depuis 10 ans, il n'y a que 4 joueurs qui ont mené leur équipe au titre. Ouais. Même plus que 10 ans. Curry, Giannis, LeBron et Kawhi.
C'est ça. T'as 3-4 superstars par génération qui vont t'emmener au titre. Donc, malgré les 10-15 All-Stars, superstars que tu vas avoir dans cette ligue, il n'y en a que 3 ou 4 qui vont t'emmener au titre. Exactement. Il n'y a qu'une équipe qui gagne chaque année. Tu ne peux pas Donc, même si tu joues la draft, même si tu veux jouer le coup de la draft, de reconstruire par la draft, regarde, les Sixers le process. Ils ont chopé Embiid, une superstar. Ils ont toujours pas passé le deuxième tour des playoffs. Exactement. Tu ne sais pas, ce n'est pas une science exacte. Donc, de toute façon, effectivement, tu ne peux pas tout miser sur le titre ou rien. Tu ne peux pas toujours te reconstruire en cassant tout. Voilà, on a parlé de Minnesota, Sacramento, Cleveland aussi, finalement, a fait un super pari, tu vois, quelque part, qui est payant. Ils ont sacrifié beaucoup d'assets, mais ils ont fait venir Mitchell et ils vont retrouver les playoffs. Donc, moi, je suis d'accord avec toi. C'est bien quand les franchises, elles osent, quand tu peux prendre du plaisir autrement. Et pour les Kings, ils peuvent passer un tour, c'est ça le plus fou. C'est en fait. Ça. Ils peuvent non seulement retrouver les playoffs, mais en plus peut-être qu'ils passeront un tour. Et regarde les Raptors en 2019. Quelque part, tu te dis, sur un malentendu, ça peut passer. Ça peut passer. Ouais. Parce que on va pas se voiler la face. Les Raptors, si Kevin Durant se fait pas le tendon d'Achille. Je pense que la finale est différente. Et voire même, on pourrait même dire si Klay Thompson ne sort pas définitivement pareil. Enfin, s'il n'y a pas toute cette onde de malchance qui s'abat sur les Warriors. Bon, c'est pas dit que les Raptors remportent ce titre, quoi. Mais tu fais le transfert pour Kawhi. Tu sais très bien que le mec, il va se barrer très, très probablement à la fin de la saison. Tu sais, ton franchise player iconique de Rosanne dans l'affaire. Donc, c'est un vrai risque. Tu peux passer pour un traître au niveau d'un de tes joueurs historiques, mais tu remportes le seul titre de l'histoire de ta franchise. Et ça restera à jamais gravé dans la mémoire de tous les gens qui étaient là pour être témoins du truc, quoi. Bon. C'est fascinant, la NBA. C'est pour ça qu'on est fan. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Non, c'est une évolution permanente. C'est ça. C'est un feuilleton dingue. Exactement. Merci Antoine de nous avoir accompagnés, c'était cool. Ouais. Bah écoute, merci à toi. Hein. Écoute, ça m'a fait très plaisir. Ouais, c'était très très bien. Et puis, chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro du podcast NBA Corner. D'ici là, je vous souhaite de passer une bonne fin de journée, un très bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, bye bye. Ciao.